Bonjour et bienvenue dans Fan 2, un format interview jardinage pour discuter de tout, de rien, mais surtout mettre les mains dans la terre avec une personnalité ultra stylée. Fan 2, ça veut dire fan de carottes ou de navets, mais aussi fan de quelqu'un qui marque la société avec ce qu'il ou elle fait. Pour ce premier épisode, je suis très heureuse de vous présenter notre invitée, Marine Calmé. Marine, elle aime faire pousser des chênes et télétravailler en pyjama. Elle n'aime pas les chaussures de ski mouillées et se faire couper la parole par un vieux mâle. Coucou Marine. Salut, Ça va? ça va très bien. Bon, trop cool. Je suis très contente de te recevoir ici. On s'est fait des petites présentations là, un peu n'importe comment. Mais en vrai, comment tu te présentes d'habitude? Comme avocate de formation et juriste spécialisée sur la question des droits de la nature et des peuples autochtones. Ok, ça envoie déjà. C'est très classe. Alors écoute, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'interview, on va aussi faire des trucs. J'ai du boulot pour nous. Ce matin, nous allons repiquer du maïs. Yes. Si présent. Alors j'en avais déjà fait un petit là déjà. Et on a aussi du soja. C'est la première année où je me tente, j'avais envie de voir à quoi ça ressemble en fait du soja, parce que je connais que les graines aussi. Bah ouais. Et tu vois, ça ressemble à ça. C'est très mignon. C'est très mignon. Donc on va en repiquer. Est-ce que t'as déjà fait ça? Non, j'ai jamais fait ça, mais c'est bien de les voir comme ça. Ils sont mignons, hein? Ouais. Moi, j'avais l'habitude de voir les étendues de soja au Brésil sur des milliers d'hectares. Bah Ouais. là, comme ça, c'est mignon. Là, c'est la version Polly Pocket, quoi. Est-ce que t'es prête à te salir? Je suis hyper prête. Ok, trop bien. T'as ton petit trou là, Ouais. en dessous. Tu agrippes ton petit plan, comme ceci. Est-ce que la caméra le voit bien? T'as déjà des petites racines là. Ouais. Il suffit de les démêler, mais vraiment délicatement. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Et c'est surtout qu'on va prendre, hop, notre pot. Alors, peut-être que la terre, on la mettra au milieu, on va voir. On va s'organiser au fur et à mesure. Je te montre. Voilà. On fait un petit trou, comme ça. On vient insérer délicatement notre petit maïs. Et on peut quand même appuyer un petit peu parce que l'idée, c'est que les racines elles soient bien au contact de notre nouvelle terre. Tu vois, on réégalise un petit Magnifique. peu. Et c'est bueno. C'est super. Première question, Marine. Une Ouais. question toute basique, hein. Mais comment tu t'es retrouvée dans le droit? En fait, à la base, je voulais faire commissaire-priseur. Ok. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et pourtant, il faut faire 2 ans de droit pour faire commissaire-priseur. Donc, Ok. j'étais dit, allez, go, c'est parti. Et en fait, il se trouve que pendant mes études, on a quand même commencé à bien parler réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité. Je me suis dit, bon, il y a un truc. Peut-être Et, que l'art, ça Peut-être que l'art attendra, d'autant plus qu'on m'a expliqué à quel point le milieu de l'art, c'est quand même un milieu hyper masculin et macho. Ah ouais? Donc j'ai fait, bon, La flemme. c'est ça. On m'a dit, en tant que femme, tu risques de bien galérer. Donc je me suis dit, bon, allez, plutôt que de passer ma vie à faire des liquidations d'ordinateurs et de boîtes en péril, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais mettre mes compétences au service d'une cause voilà, un peu problématique en ce moment. Ouais. Et donc je me suis spécialisée sur les questions environnement, climat, criminalité environnementale. Waouh, ok. Et donc j'ai commencé à me dire, bon, mets tout de suite les mains dans le cambouis. Et j'étais bénévole pour plein d'assauts écolos. J'ai commencé à faire des recours comme ça. Je me suis formée sur le terrain. Il y a beaucoup de gens en fait qui militent. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Et en même temps, des fois, il faut aller en justice aussi. Ouais. Et il y a peu, en fait, d'avocats, à l'époque, il y avait peu d'avocats spécialisés sur ces questions-là. D'accord. Il y avait beaucoup de militants, mais on manquait vraiment de... Ouais, déjà, il y avait peu de formation. Il y avait très peu de formation dans les universités. Il y avait droit de l'environnement, c'était une matière annexe, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, je suis super contente de voir que dans les facs, tu as des masters entiers, développement durable, droit des générations futures. Waouh, ok. C'est un truc, en 10 ans, tout a changé. C'est vrai? Ouais. Ah, ça me rassure. non. Ouais. Ça me rassure d'entendre ça. Ah ouais, non, je te jure, dans les facs de droit, moi, j'aurais tellement rêvé qu'il y ait ce qu'il y a aujourd'hui. Ok. C'est incroyable, j'avais pas du tout ça. Nous passons à la première rubrique, prise de chou. En interview, j'en ai écouté une, notamment sur France Inter. Tu disais que tu étais partie en Guyane défendre les peuples autochtones, aussi parce que tu étais fatiguée
d'aller manifester, d'aller remplir des pétitions sans que ça serve à grand chose. Enfin, en tout cas, tu voyais pas les effets. Du coup, en partant là-bas, qu'est-ce que tu as appris en fait? En fait, évidemment, je dis pas du tout qu'il faut pas faire de pétitions et j'en lance aussi régulièrement. Donc, c'était plus, j'en faisais beaucoup trop et j'avais besoin de rééquilibrer à un moment. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de voir concrètement dans d'autres cultures comment ça se passe. Et j'ai croisé complètement par hasard à Paris une délégation autochtone qui venait pour alerter sur Montagne d'Or, sur un projet minier en Guyane. Et ils m'ont dit, nous, on aurait bien besoin d'avoir une aide juridique. Et donc, je suis partie. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de comprendre chez d'autres peuples comment ils se sont organisés pour protéger la nature, justement. Et qu'est-ce qui, dans leurs droits ou dans leur organisation sociale, explique qu'ils n'ont pas du tout pris le même chemin que nous. Parce que moi, j'ai une formation en plus en droit comparé. Donc, j'ai toujours eu un peu ce travers de me dire, va regarder ailleurs comment les autres s'organisent. Voilà. Au lieu d'avoir le nez dans le guidon, en se disant, en fait, notre droit, il est comme ça, il y a tel principe, c'est immuable. En fait, non, pas du tout. Et essayer de comprendre, ok, eux, ils se sont pas organisés pareil. Du coup, ça a donné un autre rapport à la nature, des lois complètement différentes. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est me dire, ok, si je pars, peut-être que je vais comprendre des trucs que j'arriverai pas à comprendre ici. Et effectivement, c'est un peu ce qui s'est passé. Ouais. Qu'est-ce que t'as compris, du coup Notamment, quand, en arrivant là-bas, comme je travaillais aussi sur la protection des terres autochtones, des terres des peuples premiers, ils m'ont tout de suite dit, en fait... si tu veux travailler avec nous, il y a un truc qu'il faut que tu intègres d'entrée de jeu, c'est que chez nous, la propriété privée sur la terre n'existe pas. Ah oui. Ce qui est quand même une énorme différence. Un petit peu, oui. Ouais. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, ça change tout. Ouais. Parce que donc, en fait, il n'y a pas de propriété, il n'y a que une gestion collective et vraiment dans l'idée de la transmettre, de la bonifier, de la protéger. Et donc forcément, là, tout de suite, j'ai pu dire qu'il y avait un truc radicalement différent avec la manière dont nous, on a cette relation à la terre. Et puis, ça a été d'autant plus violent que sur le terrain, tu avais des projets miniers énormes qui étaient en train de s'installer, comme Montagne d'Or, et où là, vraiment, on avait un cas concret qui montrait bien cette opposition frontale entre le monde occidental, qui considère finalement que la Terre appartient aux êtres humains, qu'on en fait ce qu'on veut, qu'on l'exploite, qu'on la ruine. Hein. Véritablement, c'est un pillage, les mines d'or, c'est vraiment un pillage organisé. Hein. Et donc, en frontal, j'avais ces images, notamment dans les grandes manifs qu'on a organisées, etc., de peuples qui étaient vraiment... conscient de ce lien très très puissant à la terre et du fait qu'en fait on ne peut pas se comporter comme ça, que pour eux c'est presque un tabou social, c'est exclu, c'est même pas de l'ordre de la has-been, c'est juste vraiment hyper choquant de se comporter comme ça. Et là je me suis dit, là il y a vraiment une clé, c'est en fait ce rapport à la terre culturelle traduit dans des lois coutumières qui n'ont même pas besoin d'être écrites. C'est-à-dire c'est là où la puissance du truc est très très intéressante, c'est que culturellement, tu n'as même pas besoin d'écrire ce droit. Tu le transmets oralement de génération en génération et c'est inscrit dans ta culture que tu ne peux pas te comporter comme ça en fait, avec la terre. Et ça m'a vraiment passionnée parce que ça faisait la jonction entre le droit, la philosophie, l'éthique, énormément de choses. Je me suis dit, voilà, là, tu as une clé intelligente de réponse systémique aux problèmes qu'on rencontre. Et donc, du coup... je suis rentrée avec cette idée de transmettre ça ensuite et de voir comment on pourrait adapter notre droit occidental et notamment le droit français à ces problématiques-là. Quand on s'est rencontrés, c'était lors d'une conférence autour du climat et de la biodiversité. Et j'ai été hyper impressionnée du nombre de gens qui sont venus te voir avant et après la conférence. Tu avais des élus, des représentants d'associations. J'avais vraiment l'impression que tu étais Maria Carré. Et je me suis dit, putain, mais en fait, t'es quand même sur énormément de combats, j'ai l'impression. Et ma question, c'est comment on fait pour les choisir, ces combats Comment, en fait, on ne se laisse pas happer par cet océan de lutte et qu'on pète pas un câble, en fait. Je t'avoue, c'est hyper dur enfin, je dirais même pas choisir, parce qu'en fait, j'ai pas le luxe de choisir. Quand je vois qu'il y a une lutte où j'ai vraiment pas le temps,
je trouve un autre collègue, un confrère, consoeur, tu vois, où je dis il faut vraiment y aller sur celui-là, où j'engueule une asso en disant vous pouvez pas les laisser tout seuls, parce qu'en fait il y a quand même des réseaux associatifs forts en France sur les questions écolo. C'est vrai qu'on est tous beaucoup la tête sous l'eau. Et que déjà c'est dur pour beaucoup de gens, mais après moi je choisis vraiment, je dirais, ceux qui me tiennent le plus à cœur, c'est-à-dire notamment en Amazonie, parce que en Guyane il se passe trop de trucs, on peut pas laisser faire. Si on laisse faire là-bas, et c'est malheureusement souvent le cas, c'est loin des yeux, loin du cœur. Exactement. Donc là pour moi, enfin, c'est tellement fort ces luttes-là que là, c'est mes priorités. Et, Ouais. après, les autres, j'essaie vraiment de faire jouer le réseau que j'ai, justement, pour que leur projet avance, ils trouvent les bonnes personnes pour les défendre si moi, je peux pas y aller, quoi. Nous pouvons passer à la nouvelle rubrique qui s'appelle, attention, action, pois chiche ou vérité. Aïe, 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 aïe. Oui. Alors, c'est très simple. Il va falloir que tu choisisses entre action, pois chiche ou vérité. Je vais quand même t'influencer un petit peu. Je te conseille de prendre action. Ok. La vérité, on peut aussi, mais l'action, elle est plus rigolote. Ouais, vas-y, c'est bon, je suis prête de toute façon. Je sais pas ce que tu vas me faire manger, mais... Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. Écoute, Écoute. donc l'action, Mhm. j'espère que tu es prête. Je suis prête. En tant qu'avocate de formation, Mhm. je te propose de défendre la cause de ce plan de pois chiche si présent, qui est menacé de destruction par un promoteur immobilier. Mhm. Donc voilà, il va falloir que tu le défendes, mais attention, le petit truc en plus, c'est que tu vas avoir du persil entre les dents. Voilà. Ah ouais. Donc c'est comment garder sa street cred en tant qu'avocate, et je sais que tu vas être très douée. Alors, je te ramène une petite branche. On est dans la cour d'assises de la nature. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok. Ouais. Mesdames et messieurs du jury, l'instant est solennel. Je suis là pour défendre cette petite pousse qui n'a rien demandé et qui pourtant aujourd'hui se retrouve menacée par un projet, vous n'y avez pas idée, un projet symptomatique du mal-être de notre société, un projet qui pénaliserait cette petite pousse alors même qu'elle vient d'entamer sa croissance. Elle est au tout début de sa vie et pourtant celle-ci est déjà en danger. Le moment est solennel. Il s'agit de faire de la place. Les humains ont pris beaucoup de place, vous en conviendrez. Nous nous étalons encore et encore. Et pourtant, le végétal, le vivant nous entoure, nous donne de l'air pour respirer. Et chaque jour, nous le détruisons sans respect. Alors même que nous savons aujourd'hui que ces petits éléments possèdent des capacités sensorielles. Ils possèdent la capacité de sentir, la capacité de se fondre dans le vivant, de créer des réseaux, de communiquer, de s'entendre, de se prévenir. Et pourtant, nous ne l'entendons pas. Il s'agit donc aujourd'hui de comprendre que face à ce scandale écologique qui conduit à la destruction du vivant, mais aussi de notre vivant à l'intérieur de nous, pensons à cette petite pousse qui a bien besoin qu'on la défende. Mettez-vous à sa place. Que voudriez-vous? Du béton ou du vivant? Oh my god. Je suis si convaincue. Vraiment, je me fais un monsieur. Ça va? Ah, Il est bon au moins ou... Vous êtes très bon. C'est confirmé. Mais tu testes mon élocution, c'est bien. Bah là, on a la preuve que tu gères quand même méga bien. Je pense que pour ma coach en prise de parole, je vais dire la prochaine fois, on continue avec une carotte. C'est vachement bien pour s'entraîner à la prise de parole. Nous passons à la rubrique mauvaise graine. Marine, j'ai pas mal bossé sur le mouvement de la Green Guerilla. Je sais pas si tu connais un petit peu ce mouvement citoyen qui existe depuis les années 70. L'idée, c'est d'aller végétaliser de manière pirate les rues. Donc vraiment, on ne demande pas le permis de végétaliser, on y va quoi. Pour moi, c'est une action de désobéissance civile. Elle peut se faire à différentes échelles. Ça peut être vraiment balancer une petite bombe de graines, un peu comme ça anodine, mais on peut aller jusqu'à carrément créer une ZAD pour défendre typiquement un projet de centre commercial qui viendrait être bétonisé sur une terre agricole. Donc on a différentes échelles. Moi, je suis à fond, je prône à fond cette désobéissance civile. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que juriste, de ce mode de militantisme? Moi, je suis à fond là-dessus.
Ça fait un alors, honnêtement, le droit a ses limites. Hein. On dit le juge, c'est l'homme du passé. Donc, ça sert à rien d'attendre du juge qu'il fasse des miracles. Quand la nature est détruite, c'est pas le juge qui va la faire réapparaître. Tu vois Donc, il y a clairement des situations où passer par le droit, ça n'a pas vraiment de sens. Je te prends un exemple concret où justement j'ai fait un peu de la green guerilla, comme tu dis. On avait un projet sur le TEP à Paris. À Ménilmontant. Voilà, c'est ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Ah ouais, écoute, donc c'était en 2019 ou 2020, je crois, quand je rentre de Guyane, j'ai un copain qui m'appelle, qui est un des militants là-bas, qui me dit, écoute Marine, il y a des espèces protégées sur le site, est-ce que tu peux nous aider? On voudrait faire un recours, sinon ils vont tout bétonner. Je lui dis, écoute, je t'explique, le juge, il va en avoir mais rien à faire de tes petits lézards et des machins. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? On va péter le cadenas, on va s'installer, on va faire une grosse teuf et ça va être très bien parce que c'est pile au moment des municipales. J'adore. Et que la mairie a pas du tout envie de voir des écolos traînés par les cheveux par les flics pour sortir de là. Et ça a marché. 48 heures après, le projet était abandonné. Oh, et depuis, ça fonctionne. Et comme quoi, tu vois, il y a des situations où c'est pas la peine d'enchaîner des recours les uns après les autres. En fait, tu choisis le bon moment et t'attaques. Parce qu'avant tout, c'est un rapport de force politique, en fait. Ouais. C'est vraiment... on est légitime à défendre le vivant. On est vivant, parmi les vivants, on défend le vivant, c'est normal. Ouais, donc cette idée en plus d'occupation, c'est marrant parce que c'est aussi ce qu'on voit dans les médias, c'est qu'on diabolise assez facilement justement les occupants, on les marginalise aussi. Ouais. Et quand finalement... tu vois ce qui s'est passé hier à Sainte-Soline sur les bassines, c'est hallucinant. Ouais, non, mais aujourd'hui, on est dans une criminalisation de la défense du vivant parce qu'en fait, c'est une remise en question des intérêts privés et du fonctionnement global utilitariste de notre société, de notre rapport à la Terre. Donc du coup, comme tu as un mouvement de défense des intérêts collectifs face au précaré de ceux qui se sont bien installés pour justement tu vois, vampiriser la Terre, forcément là on va au clash, c'est normal. Ouais. Mais toujours est-il que la désobéissance civile, c'est efficace. Ça fonctionne. Approuvé par une juriste. C'est ça, prenez un avocat quand même. Tu as monté une association qui s'appelle Wild Legal. Exact. Qui est une sorte d'école des droits de la nature, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus? Donc c'est une école, on transmet, en fait, pour réexpliquer qu'est-ce que c'est les droits de la nature, c'est une théorie juridique qui vise à donner des droits aux vivants. Parce qu'on se rend compte qu'avec le droit de l'environnement classique, en fait, on n'arrive pas à des résultats faramineux et qu'il faut vraiment un changement de mentalité, c'est de dire, en fait, le vivant aussi a des droits. La nature, les non-humains aussi ont des droits, pas que les droits de l'homme, parce on doit un peu sortir de cette vision que l'homme est vraiment sur son piédestal, domine les autres, etc. Ça, c'est un mouvement très fort en Amérique du Sud et qui est en train de se propager partout dans le monde depuis les années 2010. Et donc, du coup, l'idée de Wild Legal, c'est rendre accessibles les concepts juridiques à des non-juristes, à des juristes. On forme des étudiants en droit, mais on fait aussi énormément de conférences, on forme énormément de gens sur ces sujets-là. Et puis, je dis incubateur, mais pépinière, c'est très très bien, parce qu'on accompagne aussi des gens qui veulent vraiment changer localement leurs pratiques. Des collectivités, des associations, des syndicats, des parcs, des réserves, qui veulent intégrer du coup cette question des droits de la nature dans leur mode d'action. Et donc l'asso Wild Legal, c'est vraiment ça, transmettre et pratiquer. Montrer que ça marche, pourquoi c'est efficace, pourquoi c'est aussi un horizon enviable. Parce que justement, on se distancie de ce vieux monde qui s'est construit autour de cette idée que l'être humain décide de ce qu'ils font de la nature, vers la nature a des droits, et en fait, notre liberté est aussi limitée par les droits des autres dans cette société. Les autres non-humains. Bon, on en est où là, Marine? Parce que ça parle, mais hein. On voit la juriste, tu sais. Nous arrivons à la dernière rubrique. Oh non, qui s'appelle La fin des haricots. Marine, tu as sorti un livre qui s'appelle Devenir gardien de la nature. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, nous donner rapidement 2-3 petits tips pour devenir très concrètement des gardiens et gardiennes de la nature? Alors, des petits tips. On parlait d'associatif déjà, ça ouais. me paraît être un truc un peu basique. En fait, c'est essentiel, mettre les mains dans la terre. Ouais. Donc, moi, je donne plusieurs conseils à la fin de mon livre. Et notamment, le fait
définir son mode d'action à soi par... est-ce que il y a des gens qui sont très différents, tu vois. T'aimes le local. Est-ce que, par exemple, t'enchaîner à un arbre, l'arbre auquel tu tiens le plus, ça, c'est ton mode d'action? Ou est-ce que t'es plus à un échelon départemental, régional, etc. Ou est-ce que t'es carrément... Tu veux une vision internationale? C'est important de définir là où tu te sens utile, à quel degré d'action. Après, tu peux cumuler des degrés d'action aussi. C'est-à-dire, t'as des choses, par exemple, des combats, comme moi, par exemple, j'ai mené en Guyane, qui sont en fait... un épiphénomène mais qui révèle la big picture derrière, tu vois. Et donc tu te sers de ton expérience locale ensuite pour aller au niveau international ou au niveau national, etc. Et puis après, je travaille avec l'ikigai. C'est un exercice, tu vois, de développement personnel que moi j'ai vachement utilisé justement quand je me cherchais un petit peu et quand je voulais essayer de comprendre, ok, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. C'est quand même pas mal. Et en fait, l'ikigai, ça te permet, grâce à ce que t'aimes faire, ce pourquoi t'es doué, ce qui te permet de vivre, de trouver ta subsistance, et puis ta passion quoi dans la vie, bah, de définir, grâce à tout ça, ta manière de faire à toi, celle qui te ressemble le plus et qui du coup, parce que tu vas y mettre de l'énergie positive, de la passion, de l'entrain, etc., va vraiment te permettre d'exceller et d'être heureux et en sécurité. Parce qu'il y a beaucoup aussi, malheureusement dans les milieux militants, des gens qui se crament. Parce que t'as pas prévu que ça payait pas beaucoup, par exemple. Ouais. C'est vrai, c'est un sujet. Hein. C'est un vrai sujet quand t'es militant, de trouver un moyen de militer dans la sécurité financière, affective, etc. Et donc, moi, j'en ai fait des frais aussi, comme énormément de gens qui se lancent. Ouais. Et donc, du coup, pour trouver un modèle qui est fertile, il faut beaucoup bosser sur soi. Et donc, j'ai mis des petits exercices perso aussi. Mais pour moi, c'est... et le bouquin, ça va devenir gardien au pluriel. Parce que je crois que c'est avant tout aussi faire réseau, travailler avec les autres, parce que seul, on est toujours de toute façon vulnérable. Ouais. Et quand tu es avec les autres, là, pour le coup, tu trouves vraiment sécurité, réconfort, énergie, etc. Donc, c'est aussi comment tu te reconnectes aux autres. Et moi, je voulais montrer à quel point il y a énormément de gens qui font les choses sur le terrain. Beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, en fait, c'est aussi trouver ton réseau... comme un réseau racinaire, quoi. Où est-ce que tu vas aller famille, hein. Des gens, un peu ta tribu, ton clan dans lequel t'as des gens qui ont les mêmes sensibilités que toi, les mêmes connexions avec la nature. Et bon, voilà, ça te permet vraiment de rentrer dans une forme de stabilité où tu peux vraiment te dire, voilà, j'ai assez de place pour devenir... Le terme de gardien, je l'emploie pour dire, gardien, pour moi, c'est le visage humain de la nature. C'est devenir plus que toi-même, dans le sens où, au lieu de justement rester focus sur te protéger toi et grandir toi, comment faire en sorte de retrouver une place dans la société humaine et non humaine, c'est-à-dire être capable de te dépasser pour représenter les autres non-humains. Je vous conseille vivement cette lecture. Je mettrai évidemment les petits liens dans la barre d'infos, comme d'habitude. Hein, ça ne sert pas à rien, allez la voir. Je te propose de terminer par une tradition extrêmement professionnelle qui est celle de la danse de la pousse. Ouais. Car quand on danse autour d'une plante, a priori, elle pousse vachement mieux. Je pense que si on se lève, c'est mieux. Ouais. On est parti ? Danse de la pousse Allez. On pousse. Allez. Merci pour tout, Marine. Merci à toi. C'était trop cool de te recevoir. Tu es toujours la bienvenue, évidemment. Je reviendrai faire ça avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour de nouveaux épisodes de Fans 2 très bientôt. Je vous embrasse fort et je dis très souvent, plantez tout, plantez-vous. Love sur vous. Et comme ça, on fait des petits